Yo tout le monde! Un top 15 suivi du précédent que j'ai vraiment compté comme étant une entité d'un mois précise parce que j'ai pas non plus envie d'étendre ça sur 2 mois. Je vais quand même vous donner des trucs au-delà de Nostalgia Critique. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas familiers avec lui et donc ça vous parlera pas des masses. Mais j'étais quand même assez content que mon premier retour sur le Nostalgia Critique et autant plus, même si je sais que c'est majoritairement pour le retour sur MJ. Je ne me fais pas d'illusions, j'en ai conscience, j'aurais sorti cette vidéo avant la 100e de Michael J et j'aurais juste fait une liste des 15 critiques que je préfère chez Doug Walker, ça aurait pas été la même. Hein. Je pense qu'il y aurait eu un moins grand nombre. Mais j'étais assez content de la réception, des gens qui ont argumenté. Je vais revenir sur les arguments avec lesquels je suis pas totalement d'accord, mais qu'on soit bien d'accord sur un point. Je précise une fois de plus que c'est pas pour bâcher totalement Michael J, je vais même le défendre sur un point rapidement. Et c'est pas non plus pour vous dire que vous avez tort de l'apprécier ou pas, c'est clairement pas le truc. Mais une des raisons pour lesquelles ça m'a un peu énervé, cette vidéo de Michael J, c'est que ça renvoyait un peu cet argument-là par rapport à Nostalgia Critique, sa vidéo sur Nostalgia Critique, c'est-à-dire c'est pas un type de critique à faire et il mérite d'être boudé. Ça se sentait tellement dans une bonne partie de ses arguments. Donc je veux pas vraiment renvoyer ça avec mon retour. Et oui, je vais revenir rapidement sur deux arguments qu'on m'a fait par rapport à certaines choses que j'ai dites, parce que j'avoue, c'est quelque chose que je fais à chaud, donc évidemment, je prévois pas un texte très précis, c'est pas aussi travaillé que d'autres vidéos. Mais voilà, on m'a repris sur deux points en particulier sur lesquels je veux revenir, sur le fait que par exemple, il n'en veut pas au Nostalgia Critique de critiquer une adaptation par rapport à son matériau de base, mais juste de la façon dont il le fait en fait. Et je trouve que c'est un petit peu gros. Même s'il est vrai qu'il développe ça, c'est sûr, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais lorsqu'il s'est plaint pour la critique du Dernier Maître de l'Air, qu'il a pris la peine de voir la série avant pour faire sa critique, il s'est plaint qu'il voulait rentrer dans le moule et faire plaisir à tout le monde. Et ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais je pense aussi qu'il voulait faire quelque chose de spécial et avoir une vue d'ensemble plus poussée par rapport à un film. Et c'est le genre de choses qui fait un peu bizarre pour moi, parce que lorsqu'on veut reprocher à quelqu'un de s'intéresser au matériau de base en s'attaquant à un film, et qu'après on lui reproche de ne pas faire gaffe au background derrière certains autres films, j'ai l'impression que c'est c'est deux poids deux mesures une fois de plus, hein, parce que ça fait partie du background. Une adaptation, il y a un background, c'est quoi le matériau original. Et étant donné qu'il a insisté avec Dragon Ball Evolution, et j'ai vraiment le sentiment qu'il a choisi cette critique juste pour avoir un caméo du JDG, parce que sérieusement, je trouve qu'une bonne partie de ses plaintes par rapport à ce qu'a fait le NC là-dessus sont assez basiques et volent pas très haut, vont pas très loin en fait. Parce que j'ai vu cette critique et le fait de le voir se plaindre qu'il passe les 80% du temps à faire la comparaison avec le matériau de base, avec le manga, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Il y a facilement 75% du temps, facilement, où ils font à peine référence au manga, même pas référence au manga. Ils critiquent juste le film pour la connerie qu'il fait, quoi. Mais avec leur dynamique de trio où de temps en temps on fait quelques références au manga, mais c'est clairement pas le truc principal, hein, c'est pas le point qu'on voit le plus. Donc je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'il a choisi ce truc-là juste pour avoir le cameo du JDG. Mais bon, c'est un détail. C'est juste pour dire pour moi qu'il donne plus l'impression de pas être content qu'on voit pas un film avec une approche qui l'aurait davantage plu. Et tant pis pour toi, mec, mais je vois pas en quoi c'est une critique ultra valide. Sincèrement, hein, c'est pas une grande critique très très forte. Ensuite, deuxième point, le cas Matrix et le fait que, comme pour le niveau des adaptations, c'est pas tellement le fait qu'il critique un grand film que la façon qu'il a de le critiquer et qui gêne MJ. Et j'avoue que ça a du sens, ce contre-argument-là, si ce n'est que à la fin, il vient quand même mettre sur le tapis que c'est pas un film qui devrait s'amorcer comme ça.
C'est ça qui met en place. Tu devrais automatiquement, lorsque tu t'attaques à ce film, voir vraiment toute la symbolique derrière, le traiter comme le grand chef-d'œuvre tel qu'il est, et pas de façon aussi légère que le fait le NC. Évidemment, certaines critiques qu'il fait par rapport aux arguments du NC et une partie de sa présentation, je suis d'accord. Je vais pas défendre totalement la critique du NC sur les films Matrix, c'est loin d'être ses meilleurs. Mais au bout d'un moment, c'est ce qu'il laisse vraiment transparaître, il le dit clairement, Matrix, ça ne peut pas se tacler comme ça. C'est ce qu'il renvoie à la fin, et c'est grandement appuyé par l'autre exemple qu'il donne à côté, avec CinemaSins, où il leur reproche tout simplement de s'être attaqué à... Citizen Kane. Voilà, il va pas en détail là-dessus. Il montre juste un de leurs sketchs qui est pas drôle. Il dit comment ils ont osé faire ça, s'attaquer à Citizen Kane. C'est la mentalité qu'il renvoie. Alors oui, il y a quelques bons arguments derrière avant, mais étant donné qu'à la fin, il y a dire non, il ne faut pas s'attaquer à Matrix comme ça, on ne peut pas se moquer et faire de la critique au détail comme le fait le NC, il faut absolument se pencher sur le grand détail symbolique de ce film, sinon c'est pas une bonne façon. Je trouve qu'il y a quand même une légère dictature de pensée de la façon dont on devrait aborder certains films là-dedans. Alors, dictature, j'exagère le trait, évidemment, mais il veut vraiment un peu dicter quand même ce qui devrait être fait ou pas. Et ouais, pour moi, c'est pas une bonne façon d'envoyer la chose, vraiment pas. Hein. Donc, il renvoie ça. Je sais qu'une bonne partie de son argumentation tient sur la façon dont le NC a approché le film en lui-même, mais à la fin, il renvoie clairement ce message-là. Hein. Et ensuite, oui, troisième point, c'est pas tellement par rapport aux arguments de MJ, c'est plutôt par rapport un argument qu'on m'a fait sur la comparaison que j'avais faite par rapport à l'affaire Change Channel et les différents cas de la vraie vie que j'ai entendus. Et oui, étant donné que je me suis étalé sur un cas très personnel, vous devez penser c'est joli, certains ont été très sympas dans leurs commentaires là-dessus, mais certains se sont dit ouais, mais c'est quand même pas la bonne façon d'approcher les choses. Je ne peux pas juste dire il y a eu pire que vous, donc merde, fermez votre gueule. C'est pas ce que je voulais renvoyer. Et je suis désolé si j'ai renvoyé ça. Ce que je voulais renvoyer, c'est que cette affaire, c'est vraiment autour de gens qui voulaient faire un métier par passion et qui s'en sont parfaitement bien sortis, au bout du compte. Ce que je veux renvoyer, c'est que je vais pas non plus aller jusqu'à les plaindre excessivement de leur mésaventure quand ce sont, pour une bonne partie d'entre eux, c'est-à-dire ceux dont on entend le plus parler, des gens qui s'en sont sortis et qui seraient retrouvés au même endroit, peut-être même encore moins haut que ça, plus bas que ça, s'ils n'avaient pas connu Chanel au somme. Ça a été un tremplin douloureux, mais un tremplin qui a réussi pour eux. Donc je veux bien les plaindre un petit peu, mais je vais pas non plus aller pleurer sur leur sort éternellement et faire comme si ce qu'ils avaient vécu était quelque chose d'affreux. Parce que énormément de gens ont le côté ce patron qui me fait chier, ce boulot où je ne suis pas épanoui et où ça se goupille mal. Énormément de gens sont comme ça. Et si cette affaire-là avait été utilisée comme tremplin pour mettre sur le devant de la scène les mauvaises gestions patronales et servir d'exemple d'organisation à ne pas suivre, etc., pour inspirer certaines personnes, ça aurait pu le faire. Mais de toutes les critiques qui ont insisté sur ce point que j'ai vu, il n'y a quasiment personne qui s'est étendu sur le sujet. Ça a toujours été, regardez, ces sales démons particuliers, comment ils se débrouillaient mal, comment ils ont mal géré les choses. C'est toujours été attaque directe à ce patronat en particulier et jamais pour rebondir sur des situations plus générales. Ce qui fait que, ouais, cette affaire-là, je l'ai toujours vécue comme, regardez, on pointe du doigt ces connards et on voit ça comme un événement à part. Alors que c'est clairement pas un événement à part, ce genre de choses. Ça arrive des tas de fois. Et des tonnes de gens ont eu des situations largement plus graves que ce qu'ont vécu les pauvres membres de Change Channel. Le fait de les considérer comme des pauvres martyrs, presque de la part de certains, du grand méchant patron, des deux grands méchants patrons, parce que oui, Doug Walker fait partie des sales démons aux yeux de certains, c'est
c'est excessif. C'est largement excessif quand on voit ce qu'il y a à côté et sur lequel on ne pointe pas autant d'intérêt. C'est la raison pour laquelle ça me saoule, ça. On passe tellement de temps à vilipender des personnes particulières plutôt que d'utiliser ça pour tacler des systèmes qui peuvent avoir lieu. Et des systèmes qui sont beaucoup plus graves que celui de Chanel Awesome. Parce que Chanel Awesome, c'était une passade. Une passade un peu longue pour certains, mais une passade qui a duré un certain nombre d'années. Et après, ils ont poursuivi leur chaîne. Et pour certains d'entre eux, ils ont réussi à continuer à en vivre. Donc, ils sont relativement facilement parvenus à passer ça. Alors que énormément de gens, c'est pas le cas. Pour énormément de gens qui ont un boulot pour vivre, un boulot de merde avec un patron qui les considère mal, si tu mal géré, tout ça, il n'y a pas que ma mère, énormément de gens ont vécu ça. Hein. J'ai eu énormément de commentaires de gens qui ont vécu quelque chose de similaire. Ces gens ne peuvent pas faire comme eux, ils ne peuvent pas tous se barrer en étant collectif, tout ça, et après ils poursuivent leurs choses. Non, ils ont un boulot et s'ils en sortent, ils pourront plus toucher leur vie et c'est pas impossible que ce soit très difficile financièrement pour eux, clairement pas. Et donc, c'est ces gens-là qui, pour ma part, sont quand même largement plus tributaires de leur position et des sales situations qu'ils ont, que ces gens-là soient traités constamment comme quelque chose qu'on accepte du point de vue de la quasi-totalité des gens, mais l'affaire Chanel soit considérée comme une espèce de grand événement, regardez comme c'est grave, regardez comme ces gens en particulier sont des connards finis, sans qu'on essaye de vraiment pointer les gens qui vivent des choses similaires, mais plus graves. Je trouve ça un peu de mauvais goût au bout du compte, hein, d'insister à ce point là-dessus. Même si je vais pas dire une seule seconde que Mike Michaud ne mérite pas de se faire claquer les doigts, c'est clair et net, il a un peu ce qu'il mérite avec sa réputation, mais c'est que ça soit allé jusqu'à ce stade et qu'on en fasse encore des caisses aujourd'hui alors que ça fait des années que c'est passé, je vous jure, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement et c'est jamais pour essayer d'avoir une espèce d'impact positif sur les gens en général par rapport à ça. Donc je ne trouve pas particulièrement que ce soit mérité d'en faire autant des caisses. Voilà, c'est ce que je voulais renvoyer avec ça. Hein. Et à nouveau, hein, c'est difficile de faire passer le point de vue là-dessus lorsqu'on n'a pas de texte bien préparé. Donc j'espérais que ce soit plus court, cette intro, ça m'énerve. Je veux vraiment pas passer autant de temps là-dessus. Mais qu'on soit bien d'accord, le dernier argument n'a absolument rien à voir avec Michael J. D'ailleurs, je suis assez content que Michael J. soit pas étendu des plombs sur l'affaire Change the Channel. Hein. Il en a parlé un petit peu pendant un petit moment. C'est pas vraiment contre lui que j'avais lancé cet argument-là dans ma vidéo. Mais étant donné que c'est un passage un peu important à préciser autour de Doug Walker, ça me paraissait important, un peu vital d'en parler. Donc voilà, c'est dit. Sinon, j'aimerais vraiment rapidement défendre Michael J sur un certain point, puisqu'on l'accuse quand même lui aussi de faire preuve d'homme de paille à de nombreuses occasions. Et si je suis d'accord qu'il tombe assez proche de ça, c'est pas aussi grave que ce que certains disent. Je pense surtout qu'il le fait de façon très maladroite, son illustration des fanbases toxiques. C'est-à-dire la partie toxique d'une fanbase. La plupart des fanbases en ont. Et lorsqu'il essaye de représenter ces fanbases avec donc ces espèces d'exagération maléfique, je pense sincèrement qu'il ne veut pas s'attaquer à tous les fans qui sont contre quelque chose. Malheureusement, il faut dire ce qui est, dans ses propos, il renvoie parfois le ressenti que, ouais, il met un peu trop de monde dans le même panier. Donc lorsqu'il critique les fans de la Snyder Cut qui voulaient à fond cracher sur le film original et qui sont allés super loin, je pense vraiment pas qu'il veut critiquer tous les fans de la Snyder Cut de la Ligue des Justiciers. Hein, je pense vraiment qu'il veut s'attaquer à une partie bruyante qu'on entend trop et qui mérite de se faire taper sur les doigts, mais pas tous. Et il ne le fait pas de la façon la plus claire possible, la façon la plus subtile possible, ce qui fait que ça paraît très
très maladroit et que je comprends très bien que les gens le prennent mal. C'est pareil pour Star Wars, hein. Moi je suis plutôt de son côté concernant les avis qu'il donne, donc oui je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais moi je suis plutôt autour de son opinion concernant Star Wars. Je pense pas que lorsqu'il essaye de mal dépeindre les anti-Star Wars récents, qu'il essaye de dépeindre tout le monde, il essaie vraiment de dépeindre une minorité vocale qui se fait trop entendre. Et je suis d'accord parce qu'il y en a une partie, pas beaucoup, mais une partie quand même, qui sont à déplorer dans leur comportement. Mais il aurait dû, je pense, être un peu plus clair sur la façon de séparer certains états d'esprit. Parce que, oui, c'est totalement compréhensible qu'on le prenne mal, ça, vraiment, hein, totalement. Je n'ai jamais ressenti personnellement ces attaques comme une attaque de toute une fanbase, mais seulement d'une partie de la fanbase. Mais je peux comprendre aisément qu'on se sente un petit peu insulté là-dedans. Voilà, les gens qui n'aiment pas les derniers films Star Wars 7 et 8, alors que moi je les apprécie, ces films, je vais pas dire que ce sont tous des rageux qui ne comprennent rien, qui cherchent juste à foutre la merde. Et je pense pas que Michael J soit à ce niveau-là non plus. Mais parmi ceux-là, il y a une partie qui sont un peu désagréables dans leurs propos et leur façon de se faire entendre. C'est ceux-là, je pense, qui voulaient tacler, pas tous. Mais bon, dans sa façon de s'exprimer, dans la façon de présenter ses vidéos, j'avoue qu'il y a toujours ce besoin de créer de l'antagonisme. Et quand on ne sait pas bien le présenter avec les nuances qui va avec, ça peut facilement être mal pris. Et ouais, c'est très maladroit à de nombreux moments, ça. Je le conçois parfaitement. Hein. Je ne vais pas non plus trop le défendre à 100% là-dessus, mais pour moi, c'est pas par ultra malveillance qu'il a fait ça. Maintenant que c'est dit, c'est beaucoup trop le temps là-dessus, on va se centrer sur le nostalgie critique. Hein, voilà, j'ai ma partie sur MJ, comme ça fera plaisir à certaines personnes et j'aurai plus de vues. On va se concentrer sur le nostalgie critique et parler de ce qu'il a raté. Parce que voilà, j'ai parlé de ce qui m'a plu chez lui et je pourrais citer encore et encore des tas d'autres critiques du NC que j'adore. Mais il y en a quelques-unes où il n'est pas si génial que ça. Et ouais, c'est le Nostalgia Critique, un créateur qui a totalement façonné ma façon de voir les films. Et évidemment ma chaîne. Hein. Il n'aurait pas été là, vous pouvez être certain que j'aurais pas été là non plus, hein, en tant que maillolec, hein, je peux dire. J'aurais été le simple Johan qui aurait poursuivi sa vie, qui aurait fait ses études, qui serait rangé dans un boulot qui lui aurait pas plu, mais qui aurait été bien rémunéré et qui ne galérerait pas pour avoir de quoi se payer son loyer. Mais bon, c'est un détail ça, j'aurais été quelqu'un d'autre. Et surtout ce gars a façonné ma façon de voir les films. C'est-à-dire qu'avant le Nostalgia Critique, moi, je regardais un film et j'en discutais pas des masses après. Je me disais juste, ah, cette scène était cool, c'était sympa ça, ouais, oui, j'ai pas été pris dedans. À un peu de choses près. Je ne débattais pas grandement de la valeur d'un film. Il y a des films qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient pas. Je sortais d'une séance, soit content, soit pas content, à peu de choses près. Et j'allais pas beaucoup plus loin dans la réflexion, hein. De temps en temps oui, mais c'était vraiment pas fréquent du tout, hein. C'est très rare. Par contre, en suivant ces vidéos, c'est vraiment ce qui m'a fait un gros déclic. Sur ma façon d'apprécier les films, c'est-à-dire les voir un peu dans le détail et essayer d'analyser ce qui fait que certaines choses marchent et ne marchent pas. Et ça m'a donné vraiment plus de réflexion. J'ai le sentiment d'être plus accompli en regardant certains films, en les appréciant qu'avant. C'est ça qui rend, je trouve, la chose bonne. Et ça donne l'impression d'être moins stupide lorsque j'aime pas un film, d'avoir autre chose à dire que « Ah, c'est nul » ou « Ah, j'ai pas été pris dedans ». Ce genre de choses. Ça m'a pas mal épanoui en termes de critique, de mentalité lorsque je regardais une œuvre. Donc je suis redevable de beaucoup pour ça. Et je pense que beaucoup se sont pas mal façonnés là-dessus. Je pense qu'on pourrait aussi citer la VGN, qui a également su en inspirer certains, mais pour moi, le NC, intellectuellement parlant, a apporté bien plus. Et ouais, quoi qu'on dise sur le gars, il a façonné énormément de choses concernant le monde des critiques sur le net.
Je pense vraiment, ça a été l'un des plus grands précurseurs qui soit. Et donc c'est beaucoup. Hein. Mais ce faisant, c'est clair et net qu'il est entré dans certains travers et qu'il n'a jamais été constant dans sa qualité. Des fois, il tombait bas. Des fois, ses vidéos n'étaient pas les mieux pensées. Des fois, relativement régulièrement, il lui arrivait d'être pas très mémorable, de pas avoir de trucs percutants, ce qui fait que certaines de ses critiques s'oubliaient. Et oui, c'était un peu difficile de les considérer celles-là, parce que je vous avoue qu'il y a un nombre important de ces critiques que je ne déteste pas, mais que je trouve juste oubliables. Il n'y a rien qui m'a énormément marqué dedans, donc est-ce que j'ai beaucoup de choses à en dire ou pas? Je sais pas trop, quoi. Et donc j'ai un petit peu regroupé ça en une liste de 15 de ce qui m'a le moins plu là-dedans. Et on va en parler tout de suite, en commençant par quelques petites mentions honorables. Je me suis fait une petite liste là, histoire de ne pas oublier. Tout d'abord, bon, très rapidement, je sais même pas si on peut compter ça comme du NC, mais je le mets quand même. Les top 11 bouche-trou. Qu'il a fait de temps en temps, quoi. C'est-à-dire des petits top 11 rapides de quelques minutes où il mettait juste des extraits de séries, tout ça. Alors, genre le top 11 des blagues des Animaniacs, le top 11 des blagues un peu salaces que vous aviez jamais vues dans les séries animées pour enfants, ce genre de choses. Et voilà, c'est marrant un petit moment, mais c'est pas recherché et ça aurait pu être fait par n'importe qui, ça. Il n'y avait pas beaucoup de pattes ou quoi que ce soit, mais c'était clairement des trucs de remplissage. Ça, sachant que ça se faisait, quoi. Mais voilà, je les compte rapidement, ceux-là, c'est pas non plus au niveau du pire, mais voilà. Ensuite, nous avons le top 11 des conspirations de princesses Disney. Je le compte parce que, bon, c'est pas vraiment des conspirations, ce sont des théories sur les princesses Disney, et c'est même pas le cas de tous, parce qu'il y a certains personnages qui sont moyennement des princesses, mais bon, c'est le truc, c'est que c'était vraiment revenir sur certaines théories assez populaires. Bon, je suis content qu'il soit pas revenu sur la théorie sur Tarzan, Elsa et Anna. Ça fait plaisir au moins qu'il n'ait pas eu cette merde-là, mais ouais, il a fait des trucs très très basiques. Très basique, déjà vu, là je trouve, bah tiens, il y a cette théorie-là, elle est cool. C'est pas le plus recherché, c'est une des moins inspirées qu'il a fait, c'est histoire de dire, c'est une table sur Disney. Ça m'a pas marqué plus que ça. Mais une fois de plus, il a pas mis en avant la théorie sur Tarzan et Elsa, donc déjà ça c'est un plus, ça plus. Ensuite, pour terminer les mentions honorables, enfin déshonorables techniquement, Pearl Harbor. C'est, je pense, sa critique parmi celle du retour du NC, c'est-à-dire après Demoril, qui a le moins bien fonctionné. Même si j'aime certains points, c'est pour ça que je pense que ça mérite pas d'être dans le top 15, mais voilà, sa petite parodie de l'histoire de Michael Bay, et qui était un directeur, un réalisateur de porno qui s'est lancé dans ce qu'il faisait, c'était assez marrant, mais le reste était pas marquant, et je trouve sincèrement que c'est son niveau, le moment où il gueule à la caméra, le plus exagéré et vraiment pas mérité qu'il ait fait. C'est-à-dire cette façon de gueuler sur Michael Bay qui représentait mal l'armée, alors qu'il se trompait sur pas mal de points en plus là-dessus. Genre, oui, à la marine, des gens ne savent pas nager. Il existe des militaires de la marine qui ne savent pas nager. Donc, le fait de gueuler là-dessus, mec, ça t'a pas aidé. Hein. Ce passage-là était pas génial, vraiment pas génial. C'est pour ça que j'ai du mal, mais en dehors de ça, c'était pas le pire. C'est histoire de citer quelques-uns, et je pourrais citer pas mal de critiques, une fois de plus, qui m'ont pas marqué. C'est-à-dire qu'elles étaient pas mauvaises, mais elles m'ont vraiment pas marqué. Cela dit, il y en aura quelques-unes dans l'eau un peu particulière qui représenteront certaines choses. Je vais tricher un tout petit peu en comptant deux NC qui n'en sont pas réellement. Vous verrez ce que je veux dire par là. Et on se lance tout de suite, c'est parti pour mon top 15 personnel et des pires critiques de Nostalgia Critique. Numéro 15, North of the North. Un film vraiment pas extra, et je trouve que le NC a quelques bonnes blagues là-dessus, mais le problème que j'ai avec cette vidéo, il est simple, c'est que c'est censé être sa vidéo des 10 ans. C'est-à-dire sa critique pour fêter le 10e anniversaire du NC. Et qu'est-ce qu'on a pour appuyer ça?
j'ai décidé d'assumer que j'étais chauve. Donc je me rasais le peu de cheveux qui me restait sur la tête et voilà. C'est ça son truc, c'est la célébration de North of the North, du 10e anniversaire. Et sinon c'était une critique sur un film qui n'avait absolument rien de nostalgique. Je veux dire, je suis prêt à défendre énormément de ces critiques en disant qu'il y a un aspect nostalgique derrière, genre c'est un remake d'une vieille propriété ou c'est en lien avec les Tortues Ninja ou avec autre chose. Oui, on peut trouver des liens avec pas mal de choses, comme Jem et les hologrammes par exemple. Oui, c'est quand même une adaptation d'une vieille série, enfin, d'une série un peu nostalgique, donc ça colle. Mais là, il n'y a rien de nostalgique là-dedans, c'est un film sorti récemment. Et il le critique pour son 10e anniversaire. Si t'avais pas d'autres trucs qui collaient plus, mec, c'est un peu le problème, quoi. Il fait absolument rien pour appuyer cet événement et au bout du compte, il a une review très lambda du matériau, avec quelques bonnes blagues, mais sinon en dehors de ça, c'est pas non plus le plus poussé ou le plus détaillé qu'il pouvait faire. Je veux dire, quand je vois énormément d'autres critiques qui ont été faites sur North of the North, je trouve qu'il a survolé pas mal de détails qui auraient pu être assez drôles de critiquer avec son angle, mais voilà, je trouve que c'est un gâchis de potentiel, quoi, ce vidéo de 10e anniversaire. C'est clairement pas la pire, je trouve vraiment qu'il a largement fait pire en termes de critique en soi, mais c'est juste ce qui signifie cette vidéo et comment il traite ça sous la jambe, en fait. J'ai le sentiment qu'il a écrit cette critique, il s'est rendu compte, genre 2 jours avant de commencer à tourner. Ah merde, ça va fêter les 10 ans de la chaîne. Ok, je vais me raser histoire de dire. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette critique. Après, ça se regarde quand même, hein, c'est quand même suffisamment drôle. Hein. Numéro 14, Street Fighter Mortal Kombat. Parmi ces toutes premières, faut avouer un truc. Il se cherche. Je trouve vraiment pas que ces toutes premières vidéos sont parmi ses meilleures, hein, vraiment pas. Et autant je suis prêt à lui pardonner certains trucs, lorsqu'il a critiqué les cartoons à la rescousse et le film Power Rangers, que c'était des trucs avec un potentiel un peu limité, c'est-à-dire que c'était court, le cartoon qu'il a traité, et Power Rangers, le film, c'était pas non plus très poussé en termes de scénario. Je sais, je l'ai vu, et je n'ai pas gardé un grand souvenir, quoi. Donc là, ça allait, mais je trouve vraiment que c'est un gros potentiel gâché avec ces deux films, parce qu'il y avait clairement matière à faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Et il fait le strict minimum, il saute énormément de détails, et c'est vraiment un résumé ultra rapide de la chose. Et c'est un peu ce qu'on sent avec pas mal de ces critiques au début, le fait qu'il y avait clairement moyen de détailler plus, de faire un peu plus de blagues et de faire plus passer le scénario. Et là, il fait vraiment le minimum juste pour caser des blagues. Et certaines sont drôles, hein. Certains se souviendront très certainement du fameux mème qu'il a lancé avec le Of course. C'est peut-être même son tout premier mème qu'il a lancé, hein. Ça me surprendrait pas. Donc ouais, c'est quelque chose, même si techniquement je pourrais m'apesantir un petit peu là-dessus, parce que ce of course, c'est techniquement pas du tout ce que ça veut dire dans le film, hein. Je veux dire, maintenant on cite ce of course comme genre je veux conquérir le monde, bien sûr, c'est évident, alors que ça n'a absolument rien à voir dans le film, hein. C'est pas du tout ça, hein. Je connais la scène et sa réaction est totalement logique par rapport aux événements qui se passent, ils n'ont rien à voir avec le fait que bien sûr que je veux dominer le monde, hein. Rien à voir avec ça. C'est le détail qui fait que j'ai toujours un peu de mal avec ce mème, même s'il est un peu drôle à utiliser, parce que les gens ont tendance à faire cet amalgame, maintenant. Enfin bref, c'est pas comme si c'était non plus un film qui méritait énormément d'être défendu, malgré ce que j'ai dit dessus, hein, parce que je trouve pas qu'il soit si affreux que ça. Mais ouais, ce film-là, Mortal Kombat, il les a fait à la suite, il a coupé ça en deux après, et il y avait clairement moyen de faire beaucoup plus que ça. Je trouve que c'est vraiment trop minimum pour avoir grand chose et c'est un petit peu dommage. Numéro 13, hommage aux Animaniacs. Alors, les deux qui vont suivre, je vous préviens tout de suite, c'est vraiment totalement personnel. Alors totalement, je ne vais pas avoir d'arguments ultra précis pour démonter ça, dire ah c'est nul, tout ça. C'est juste que je me suis fait chier. C'est tout simplement, je me suis fait chier. C'est la seule vidéo du NC que j'ai pas pu regarder jusqu'au bout. Parce que, tout simplement, j'en avais rien à foutre du propos. Alors, j'aime les Animaniacs, vraiment, mais suivre une interview d'1 heure des créateurs,
où le NC peine totalement à être dans son personnage alors qu'il fait juste une interview, ça faisait vraiment forcer dans la présentation. Et en plus, j'ai jamais été super fan des interviews, surtout concernant des domaines qui sont pas non plus parmi ce que j'adore, quoi. J'aime les Animaniacs, je trouve que c'est une série très sympathique, qui a su vraiment moderniser l'approche très cartoon qu'il y avait avant, parce que avant on avait vraiment les classiques, mais ils sont devenus de nouveaux classiques, les Animaniacs, c'est quand même assez fort. Mais voilà, se centrer à ce point sur les méthodes de doublage, alors que bon, je suis tellement habitué au doublage français que ça m'a pas particulièrement touché, sur certaines organisations, certaines choses, je me suis vite retrouvé en avoir rien à secouer. Et ça vient du fait que je suis pas un fan du format interview, tout simplement. Hein, ça vient de ça, hein. Je suis sûr que si vous êtes vraiment super attaché à ce dessin animé et que vous avez suivi en partie la chose sur sa VO et que les interviews c'est votre cam, ça passera nickel. Nickel pour vous, hein. Je peux totalement comprendre ça. Moi c'est juste... Je me force, quoi, c'est tout ce que ça me renvoie, je me force à voir ça. Et il en a fait quelques autres interviews de ce genre qui sont un tout petit peu mieux passées, comme sur la série X-Men ou sur je ne sais plus trop quoi, un épisode des Animaniacs, justement. Il a encore fait une interview sur un épisode des Animaniacs, dis donc, ou peut-être les Looney Tunes, je sais plus, enfin les Teeny Toons. C'est là, je sais plus. Bref, il en a fait d'autres, mais il y en a un qui m'a encore moins agrippé. Numéro 12, Freakazoid. Je vais pas me faire des amis, mais je suis pas fan de Freakazoid. J'ai essayé quelques épisodes, c'est pas ma cam ce genre d'ambiance. Et donc, t'as une interview des créateurs. Ce qui fait que c'est pas vraiment une présentation de la série, il y a un peu ça, mais c'est surtout quand on revient sur la série avec les créateurs. Donc c'est même pas vraiment une critique directe du film, quoi. C'est une interview, quoi. Et tu reviens sur ça autour d'une série qui ne m'intéresse pas, avec laquelle je n'ai pas d'affinité, je n'arrive pas à avoir d'affinité. Et ben je me fais chier, hein. C'est tout bête, hein. Je me fais totalement chier. C'est un peu le truc. Je la situe pas plus haut dans mon classement, alors que techniquement, en termes d'intérêt que je porte, c'est clairement beaucoup plus bas que ça pour moi, mais c'est surtout parce que c'est une formule qui ne marche pas pour moi. Ça ne me parle pas plus que ça. Il y a quelques interviews particulières qui peuvent me parler parce que c'est tout simplement des personnages, des personnes qui m'intéressent énormément. Mais les créateurs des Animaniacs, déjà pas tant que ça, mais ceux de Freakazoid, je m'en barrerai. Hein. C'est personnel, totalement personnel, qu'on soit bien d'accord. Hein. Si vous adorez les Animaniacs, si vous adorez Freakazoid, je suis sûr que vous pouvez adorer ces vidéos. Hein. C'est pas le propos, c'est juste moi, totalement moi. C'est du 100% subjectif, là, ce que je vous donne. Que ce soit bien clair. Numéro 11, Rubber. Je vais pas totalement rejoindre l'avis de MJ là-dessus, puisque c'est pas exactement pour les mêmes raisons que lui que j'ai pas adhéré à ça. Adhéré, puisqu'on parle de pneus. C'est drôle. Bref, j'ai pas été pris dedans parce que j'ai trouvé ça assez chiant. Le film, dans la façon dont il le présente dans les extraits qu'il a montré et que j'ai vu ailleurs, m'a l'air d'être vraiment pas ma cam. C'est genre un délire qui assume que c'est un délire, donc il parle un petit peu dans le loufoque, mais il y a un nouveau Quentin Dupieux, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. J'ai détesté Steak. Je sens que je détesterai une grande partie de sa filmographie. Hein. Son humour ne passe pas chez moi. Et donc, il essaye de parodier cet humour en réagissant de façon un peu habituelle à ce que raconte ça. Et ça passait pas. Ça passait pas tant que ça pour moi. Ça m'a vraiment pas marqué en fait. Et oui, je ressentais vraiment la patte Quentin Dupieux là-dedans, si j'ose dire. Et ce qui fait que je me suis fait chier. Voilà, je me suis vraiment fait chier devant cette vidéo. Je me souviens avoir un petit peu ri à 2-3 blagues, mais en dehors de ça, c'est totalement creux pour moi. Le film approché et la façon de le traiter n'étaient vraiment pas des plus pertinents. Et j'en veux pas tellement au NC qu'aux gens, en fait, de lui avoir proposé ça, parce que c'est le genre de film qui doit être complètement imbitable à critiquer.
en essayant d'avoir l'approche de Nostalgia Critique, quoi. Sauf si on veut faire un truc vraiment très analyse, technique, tout ça, bien entendu, on peut y arriver, mais si on veut le critiquer à la méthode d'une Nostalgia Critique, mais c'est affreux à faire. C'est la raison pour laquelle j'espère qu'on ne proposera jamais Steak, par exemple, quoi, à faire en Disney HS, parce que punaise, quoi. J'ai beau ne pas aimer ce film, ça me ferait juste chier plus qu'autre chose que d'arriver à trouver des mots précis pour le faire passer et à essayer d'être drôle, quoi. Sur un truc dont l'humour me passe mais totalement au-dessus. C'est de l'humour tellement perché que moi, il me passe 50 000 km au-dessus de la tête, quoi. Et ça me fait plus chier qu'autre chose. C'est vraiment pas le genre de film qui passe pour moi. Alors qu'il arrive à mieux le faire passer pour des films qui ont une ambiance, qui ont un tout petit peu similaire, mais qui arrivent à mieux la faire passer, comme Husk par exemple. Je sais plus exactement le titre français. Là, il faisait mieux passer la chose, mais là, pour moi, avec Rubber, c'était chiant, c'était juste chiant. Numéro 10, Demoril, Batman Begins Rising. Je suis prêt à défendre Demoril sur pas mal de points, mais je vais quand même concéder le fait que ça a vraiment pas débarré sur les chapeaux de roue, hein. Autant à partir du deuxième opus, du deuxième volet, ça commence à devenir très intéressant sur pas mal de points. C'est pas aussi fort que ce que pouvait faire l'UNC, mais c'était quand même sympathique. Autant le premier, c'était vraiment maladroit, ça se cherchait et ça voulait en faire trop en fait. Tout simplement. Et dans cette façon de présenter les personnages, leurs liens, ça a voulu trop partir sur... Et si on faisait du Bum Reviews, version super rallongée, avec donc des acteurs en plus de Doug Walker, et à côté une espèce de parodie de The Office, avec nos personnages. Ce qui fait que les blagues se perdent trop dans cette façon de patiner en fait. Ça patine pas mal pour faire passer la chose alors que ça aurait grandement gagné à être beaucoup plus concis. Beaucoup plus concis et à faire passer davantage la situation et les personnages de façon un tout petit peu plus sérieuse. Comme vous avez essayé de le faire dans les volets suivants. Hein, les épisodes suivants, qui n'étaient pas ultra sérieux, mais en dehors du ton gaguesque, il y avait un petit peu de recherche d'étoffer les personnages. Là, on présentait un peu leurs caractéristiques et ils avaient quelques moments un peu drôles, mais ça se perdait un peu dans cet océan où on essayait d'en faire trop. Parce que, faut dire ce qui est le gros de cette vidéo, c'est surtout Doug Walker qui revient sur le scénario des films Batman de Nolan, et qui fait ça vraiment en reprenant exactement la plupart des arguments qu'il avait dit dans Bum Reviews. La partie la plus originale, c'est lorsqu'il s'est étendu sur le deuxième film, et c'est la partie la plus courte, parce qu'il s'est vraiment totalement lâché sur le troisième, quoi. Hein. La grosse moitié de cette vidéo, c'était on va totalement parodier le troisième film. En foutant régulièrement des critiques de « Ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas ». Sachant qu'ils ont vraiment évité de faire ça par la suite, quoi. C'est vraiment seulement dans cet épisode-là qu'ils sont revenus sur « Ah, mais ce que vous dites, c'est n'importe quoi !» C'est un peu comme le faisait Bum Reviews, quoi, mais en beaucoup plus étendu, et c'était beaucoup moins dynamique. Et donc, ouais, quoi, en dehors de certaines idées un peu drôles autour du segment sur le second film, et quelques gags quand même qui étaient un peu drôles, quoi, il y avait quelques gags drôles qui passaient, c'était beaucoup trop long et fastidieux. Cette vidéo était fastidieuse, il a voulu en faire trop, et je pense qu'il aurait dû se maintenir à quelque chose de mieux travaillé. Mais bon, je pense que ça lui a aussi donné un coup de fouet pour être plus centré dans les vidéos suivantes, ce qui fait que les Demoril suivants se regardent largement plus pour moi. Mais bon, hein, il fallait passer par ça et je comprends aisément que des gens aient du mal avec Demoril juste pour ça. La première vidéo, pas glop. Numéro 9, Scooby-Doo 2. J'ai fait toute une diatribe sur cette critique lorsque je l'ai traduite sur le fameux site ncvostfr.com. Parce que je trouve sincèrement que son approche était très malvenue.
Et c'est pas pour un film sensationnel, je me rends bien compte que Scooby-Doo 2, c'est pas l'un des plus grands films qui soit. Je comprends aisément qu'on l'aime pas, tout ça, mais c'est juste les points de reproche sur lesquels il s'est étendu étaient un peu trop cons pour moi, tout simplement. Quand on passe une bonne partie du film à reprocher et qu'il ne met pas en place un bon mystère parce que la méchante est tellement évidente, sans dire pourquoi, simplement parce que regardez, c'est une actrice qu'on connaît, j'ai vraiment beaucoup de mal à adhérer, je vous cache pas. Et donc ouais, lorsqu'il fait son grand discours comme quoi je voulais tellement donner à Scooby-Doo une vraie intrigue, contrairement à ce film, un vrai mystère, je dis merde quoi, t'as regardé pas mal d'épisodes des séries avant quoi, par rapport à énormément d'épisodes des séries originales. Je te jure que ce mystère-là, il est loin d'avoir à rougir, hein, très loin. Hein. Mais comme tu veux, c'est un truc qui m'a un petit peu gavé, je ne me cache pas, c'était l'argument principal de la vidéo. Et puis, il y a également eu tout le délire de parodie de Psych, une série que je ne connais pas, et donc je suis pas du tout entré dedans, mais genre pas du tout. Tout ce qui fait que ça aide pas. Hein. Là, c'est très personnel une fois de plus. Si ça se trouve, vous connaissez la série Psych et la satire vous a parlé. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, donc ça n'a pas aidé. Je trouve qu'il y avait moyen de faire quelque chose de mieux, surtout après avoir fait un événement de la critique du premier film, hein, la critique de Scooby-Doo, un premier du nom. C'était quelque chose. C'était un petit peu le dernier NC avant qu'il se retire et qu'il revienne malgré lui, mais c'était un petit peu le dernier NC quoi. Et là, il y a un manque, ça se perd un peu, c'est dommage. Numéro 8, Last Action Heroes. Là, je vais rejoindre majoritairement MJ parce que, ouais, je ne trouve pas une seule seconde que ce soit un film incroyable ou ultra profond. Je trouve qu'on a tendance un petit peu à exagérer sur le côté ultra pertinent de la satire. La satire, elle est visible, elle est fun, c'est pas non plus quelque chose de sensationnel ou de super puissant. Ce qui fait que le fait que le NC n'ait pas accroché à cette satire et qu'il trouve qu'elle soit pas super bien faite, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est le fait que il s'étend sur les tonnes de détails que j'ai pas trouvé si intéressants à pointer, et des fois qui étaient faux, comme l'a dit MJ. Hein, à part un détail, son argumentation contre l'argumentation du NC était bonne pour moi, et ça n'a jamais été particulièrement drôle en fait. J'ai jamais trouvé une seule blague particulièrement réussie ou puissante, c'était juste, il fait des blagues, se fait un petit peu sourire de temps en temps, et ça va jamais plus loin que ça. Et quand tu combines ça donc à un film qu'il ne saisit pas pleinement, qu'il semble un peu trop survolé dans les tonnes de détails qu'il pointe, tu te dis, ouais, ça aurait pu être plus réfléchi que ça, quoi, merde. Il y a des tas de films où on sent que ça n'inspire pas, mais il y a quand même une petite idée pour rendre ça un peu notable, comme par exemple sa critique de... J'ai oublié le nom. La critique où Arnold Schwarzenegger tombe enceinte. C'est quelque chose, ça. Ouais, ce film-là, globalement, c'est pas le plus marquant, mais il y a quand même deux moments qui sont extra. Alors, en dépit du fait qu'il l'a dit lui-même, c'est pas un film qui l'a grandement inspiré, mais il a su quand même rebondir là-dessus en faisant quelque chose de très marquant en termes de gags. Deux gags précis. Là, il n'y a pas un seul gag qui m'ait marqué grandement. Ce qui fait que... Ouais, très oubliable et un peu malvenu sur certaines critiques qu'il a faites. Donc ouais, c'est pas génial celle-là. Numéro 7, top 11 des pires suites de films. C'est un top qu'il a fait à la suite donc du top 11 des meilleures suites de films, hein, dans un mois des suites, donc c'était assez cool de faire ça, de faire le pour et le contre, mais j'ai vraiment pas été convaincu par son approche et une bonne partie de ses choix. Je trouve que c'était ultra convenu certains de ses choix qu'il a mis en place et que pour certains ça aurait été un petit peu mieux d'en faire moins. Sérieusement, je trouve que le fait de placer aussi haut par exemple Batman et Robin alors que on l'a vu dire avant dans des vidéos hors NC qu'il a quand même vu un peu pire en termes de suite de films de super-héros,
on sent qu'il l'a placé aussi haut parce qu'il sait que c'est une critique très populaire. Donc il se dit, ouais, je vais foutre Batman et Robin très haut dans le classement. L'épisode 1 de la menace fantôme, je veux bien comprendre qu'ils le mettent dans cette liste, hein, c'est pas un problème, mais aussi haut. Avec pas mal de merde que tu as cité avant, tu considères que l'épisode 1 de la menace fantôme est encore moins bien fait que ça? C'est pas un peu exagéré, mec? Vraiment. Et surtout, je pense que ce qui cimente cette liste parmi donc son pire top 11 pour moi et une de ses pires vidéos, c'est le choix numéro 1. Il a passé toute l'intro et une partie de ses cas arguments, de ses critiques à dire que ce top 11 se fait par rapport à ce que signifie cette suite par rapport au premier volet. Qu'il y a quand même à prendre en compte le fait, est-ce que ça trahit les films précédents, à quel niveau ça les trahit, ce genre de choses. Il l'a bien dit de façon super claire. Et en numéro 1, il met Troll 2. Tout le monde se branle de Troll 1. C'est même pas techniquement la suite de Troll 1. On a juste mis ce titre pour essayer d'appâter plus de monde autour de quelque chose qui pouvait un tout petit peu rameuter les gens. Ça n'a même pas été pensé comme une suite de Troll 1, ça. Pourquoi tu considères ça parmi les pires suites, mec? C'est même pas vraiment une suite en soi. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets en place des règles pour, à la toute fin, y déroger? Et en parler rapidement comme ça de ce film, dont énormément de gens veulent que tu parles, mais tu le fais pas parce que c'est trop facile, beaucoup de gens l'ont déjà fait, je peux comprendre, mais tu trouves d'autres excuses pour en parler qu'une liste où tu dis toi-même que ça ne colle pas. J'ai trouvé ce choix très, très malvenu une fois de plus, et oui, c'est son top 11 le moins inspiré. C'est juste qu'il sentait que oui, j'ai fait une liste des meilleures suites pour moi. Il faut que je fasse le pire, donc ouais, je vais piocher parmi les trucs évidents qu'on pioche. Et Troll 2, j'en ai jamais parlé, donc allez, Troll 2. Son argument à la fin était ultra bancal et tenait pas la route pour avoir choisi ce film pour moi, donc ouais, ça allait vraiment pas le coup. En plus, il a même pas profité de ça pour se dire tiens, je vais m'attaquer à Troll 2, comme c'est fait, quoi, comme on me l'a demandé. Limite, ça aurait pu un peu excuser ça, mais étant donné qu'il s'attaquera à quelque chose d'autre, de totalement différent en termes de suite après cette vidéo, je comprends vraiment pas ce qu'il a voulu faire. C'était très maladroit, ultra maladroit ces choix. C'est clairement pas la vidéo la mieux réfléchie qu'il ait faite, hein, clairement pas en termes de liste. Numéro 6, Bangarang de Dante Basco. Et le problème est là. Ben, j'ai rien contre Dante Basco, mais voilà, il faut comprendre que en faisant ses critiques, il a fini par côtoyer certains acteurs qu'il a critiqués, donc Mara Wilson, Dante Basco, un autre dont on parlera dans pas longtemps, et Dante Basco, quoi, ça s'est bien passé, ils ont même fait une vidéo ensemble sur les épisodes d'Avatar, le dernier maître de l'air. Il a vu qu'il avait sorti un film, Dante Basco, il s'est dit tiens, je vais le critiquer pour faire plaisir à Dante Basco. Et donc il est totalement dans la restriction, dans le retrait. Je ne peux pas dire trop de mal, donc je fais des blagues totalement de surface, rapide, histoire d'eux, et je dis que ah c'est bien ça, c'est bien ça. C'est un peu ça le truc. Et il n'y a pas de recherche particulière. Si ça avait été une critique où il fait fi d'y aller au détail et il disait juste voilà ce qui est bien fait, allez le voir, tout ça, comme il l'a fait de temps en temps, il a fait des éditos où il disait ce qui allait bien dans certains films, notamment avec je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, Arthur Noël ou un truc comme ça, bref, je ne sais plus exactement, mais il a fait certains éditos pour dire ce qui faisait que certains films marchaient beaucoup. Et il l'a déjà fait. Mais il n'a pas fait ça comme ça. Il a fait une critique au détail. Je ne sais même plus si c'est un film ou un court-métrage, mais ouais, il a fait une critique au détail, où il était vraiment frileux sur la critique parce qu'il sentait qu'il ne voulait pas froisser le gars. Et c'est un petit peu le problème. Parce que, à ne pas vouloir froisser le gars, tu perds totalement de ce qui te lance là-dedans. Si tu veux faire une critique détaillée où tu te marres, où tu te lâches, vas-y. Mais fais-le pas en te restreignant comme ça. Et c'est ce qu'il arrive à faire.
lorsqu'il se critique lui-même, lorsqu'il critique lui-même les productions qu'il a faites, ou lorsqu'il a critiqué le film du cinéma snob, il savait qu'il était suffisamment proche du gars pour se lâcher sans qu'il le prenne mal. Là, il ne peut pas se lâcher sans qu'il le prenne mal. Il aurait un peu trop peur de le vexer, le gars, donc il se restreint. Et ouais, ça donne pas quelque chose de très agréable à voir. Je trouve que ça fait forcer et c'est de la promo mal faite. Tout simplement, de la promo mal faite. Et c'est encore pire pour moi dans le cas numéro 5, Friends Fiends, de Greg Sestero. Un Greg Sestero qui a joué dans The Room. Et il y a exactement les mêmes problèmes qu'avec Bangarang. En plus du fait que Greg Sestero participe à sa vidéo. Donc, il peut pas se lâcher. Il ressent le besoin de minimiser les problèmes qu'il pourrait y avoir dans ce film et de juste être positif pour le besoin d'être positif parce qu'il veut pas trop vexer le gars. Et je trouve que ça rend la critique pas très intéressante. Déjà que comme Bangarang, c'est pas non plus un film très propice à la critique au détail, quoi. Ça sent pas vraiment le truc qui regorge de moments qui vous ferait marrer ou qui vous inspirerait à faire beaucoup de bonnes blagues. Mais en plus de ça, il y a vraiment cette restriction qu'il a. On fait un espèce de jeu sur Greg Sestero qui joue Tommy Wiseau. Il le fait bien, mais dans une mise en scène qui est pas extra. Je veux dire, la mise en scène qu'on fait autour de lui, les autres acteurs de Shane Lawson, enfin du Nostalgia Critique qui sont autour de lui, tout ça, on sentait que ça voulait vraiment tabler sur The Room. On sait que vous avez adoré The Room et la critique qu'on en a faite, donc on vous donne un petit peu du fanboyisme là-dessus, quoi. C'est un peu ça. Et le pire, le plus ennuyeux là-dedans, c'est que à la fin, alors qu'il est censé y avoir un rebondissement et qu'en règle générale il s'en fout le MC lorsqu'il fait de la critique au détail, il y a Greg Sestero, Tommy Wiseau, qui dit non, ne fais pas ça, garde la surprise pour les spectateurs, et il dit ok, très bien, je garde la surprise. Je vous le dis, donc il fait même pas une review complète du film, même pas pour dire si c'est bien fait ou pas, quoi. Il saute beaucoup de détails dans son approche habituelle pour ne pas froisser le gars avec qui il travaille, Greg Sestero, et on sent que ça le restreint trop, quoi. Ce genre de choses est assez gavant à voir pour moi. Ça donne pas des critiques drôles, et ça donne même pas des critiques ultra honnêtes de base. Parce que j'ai le sentiment que si c'était pas des gens qui connaissaient et qu'il était forcé de voir ces films, il aurait été peut-être un peu plus salé sur certaines parties et plus drôle, tout simplement. Donc, ouais, pas génial, hein. C'est Bangarang puissance 2 pour moi, ça, cette critique-là. Et ouais, ça n'empêche pas qu'il y a de temps en temps des moments drôles, notamment lorsqu'il se trouve à nouveau acteur fétiche et qui participe à la fin, c'est un peu marrant, mais en dehors de ça, c'est beaucoup trop, on essaye de pas froisser ce genre de critique pour valoir grand chose pour moi. Et c'est un peu dommage qu'il fasse ce genre de truc. Mais bon, il connaît pas non plus des masses d'acteurs célèbres, donc je pense qu'il va pas non plus en faire des tonnes des émissions comme ça, quoi. Numéro 4, The Wall. Une fois de plus, je vais pas énormément défendre ça, mais je vais présenter ça, comme MJ aime bien qu'on fasse ce genre de choses, du point de vue du néophyte qui ne connaît pas la base. Hein, ça lui fera plaisir si je suis, puisque je ne connais pas The Wall de Pink Floyd, je n'ai toujours pas vu ce film. Vu ce qu'on en dit, vu les extraits que j'en ai vus, ça a pas l'air d'être ma cam. Ça sent un peu le trip expérimental et ouais, ça va être une collection de clips de chansons, quoi, en gros. Et peut-être qu'il y a un propos derrière pour ceux qui veulent se casser le cul à voir ça dans le détail. Et c'est pas pour les prendre de haut, excusez-moi pour la formulation, mais moi je sens que ça me ferait chier, quoi, sincèrement. Surtout avoir d'une traite. Peut-être en plusieurs morceaux c'est possible, mais d'une traite non. Donc ouais, j'ai pas vu ça et j'étais complètement paumé en regardant cette critique parce que je savais vraiment pas où il voulait en venir. Et je pense que c'est du fait qu'il essayait vraiment de singer la structure du film. Et ce qui fait que, ouais, il passait d'un numéro musical à l'autre avec des enchaînements, des transitions pas particulièrement fluides pour moi. Et le propos qu'il essayait de faire passer, j'arrivais jamais à être pris dedans puisqu'on passait du coq à l'âne en fait.
Alors je me doutais que c'était une fois de plus en parallèle à la structure du film, pour revenir là-dessus, mais j'ai jamais été pris dans l'argument et oui, c'était un peu une plaisir jusqu'au bout. Ce qui m'a fait un peu tenir personnellement, c'est le fait que les musiques reprises étaient quand même relativement cool. Voilà, ce sont des musiques un petit peu remaniées, donc c'était cool. Et certains propos, ça allait. J'avoue que la blague de fin m'a fait sourire, même si je comprends aisément qu'elle dérange les gens. Lorsqu'il y a la vedette du moment, je sais plus qui c'est, qui lui dit alors t'as pensé quoi du film? Il faut nous dire quelque chose, c'est une critique, faut que tu nous dises ce que c'est. Et il dit ok, très bien, j'ai apprécié. Et je n'en fais pas plus. Ça me fait un peu marrer cette façon complètement concise de dire ouais, ça m'a plu. Après tout ce qu'il a dit, je pense que dans un sens un peu voulu pour faire l'effet comique là-dessus. C'est-à-dire, ouais, il a passé tout ce temps à singer de façon satirique les chansons, et à la fin, c'était pas plus, c'était cool, sans en faire plus. La fin m'a fait rire. Mais je comprends aisément que la fin puisse déplaire aux autres, puisque ça peut un peu aussi confondre les gens. C'est quoi ce délire? Ça t'a plu alors que t'as passé la quasi-totalité de la vidéo à parodier ces chansons et à dire une bonne partie du temps que les propos étaient quand même un peu discutables, ou à dire que c'était prétentieux. Et là tu dis, ouais j'ai apprécié. Ok. Faut faire un peu plus de détails que ça mec. Hein. Et donc, ouais, la critique est facile à faire. Et je comprends aisément les gens qui sont contre cette vidéo. Je commence à en avoir marre de l'acharnement fait là-dessus. Comme si c'était genre la chose vraiment à tacler par tout le monde. Je veux dire, il y a quelques personnes qui en ont parlé. Au bout d'un moment, vous pensez que ce sera bon. Vous pensez que ça mérite d'être le punching ball de tout le monde. Parce que là, ça commence à être un petit peu gros, quoi. Mais ouais, c'est très mal fait. Et lorsque j'entends les retours des personnes qui connaissent Pink Floyd, c'est compréhensible que les gens le prennent mal. Parce qu'il a vraiment pas pris en compte le contexte. Ce qui techniquement aurait dû plaire à MJ, puisque ce coup-ci il n'a pas fait de recherche sur le matériau de base, c'est-à-dire les chanteurs et leur histoire. C'est bizarre quoi. En tout cas, ouais, très maladroit. Pour un néophyte, c'est juste, ça passe au-dessus de la tête, vraiment. Hein. Je ne comprenais pas où il voulait en venir durant la totalité de la vidéo. Et à part quelques blagues et quelques mises en scène et effets plutôt cool à voir, parce que je trouve qu'on a tendance à exagérer là-dessus, que c'est loin d'être aussi moche que ce qu'on dit, quoi. C'est très creux à subir. Mais je peux pas non plus nier qu'il y a une certaine passion, un effort, un travail particulier fait derrière cette vidéo. Hein. Vraiment. On sent qu'il a mis beaucoup de cœur à l'œuvre. Ça aurait été cool de mettre plus d'efforts et de cœur à l'écriture et à se renseigner sur ce que signifiaient les chansons. Peut-être que ça aurait mieux marché comme ça, mais je peux pas non plus dire que c'est pas un peu un projet de passion. De la passion très mal tournée et très maladroite, qui passe clairement pas pour moi, mais de la passion quand même. Donc il y a un peu ça à dire de bien sur cette critique. Mais oui, je vais pas la défendre énormément, c'était pas génial. Pour un néophyte et pour les connaisseurs, clairement pas non plus. Numéro 3, pourquoi mentir aux enfants à propos du Père Noël? Alors, je pense que la raison pour laquelle c'est aussi haut placé, vous l'avez peut-être compris, rien qu'à la formulation, c'est un éditorial, hein, pour ceux qui ne savent pas, les éditoriaux, c'est un truc qu'il a fait régulièrement, plus trop dernièrement, c'est un peu dommage, mais il faisait des éditoriaux régulièrement pour revenir sur certains sujets, parler de certains points de certains films. Il a même fait des trucs comme le Star Talent, ce genre de choses. Donc c'est assez cool de revenir là-dessus, de donner son point de vue, de faire des analyses à son niveau. Par moments, c'était très cool. Mais à un moment donné, il est allé trop loin. Je veux dire, lorsqu'il part sur des comics ou sur le jeu vidéo, je me dis, ok, c'est en lien un petit peu avec l'art qu'il traite, mais lorsqu'il parle du Père Noël et sur le fait que oui ou non c'est bien de mentir aux enfants là-dessus, je me dis... et... J'ai traduit cet édito parce que j'étais dans ma période où je traduisais tout ce que le NC faisait, mais je me suis toujours posé la question en voyant cet édito, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but quoi? C'est quoi cette espèce d'analyse
sociologique de bas étage, parce que bon, il dit un truc très évident là-dessus, sur ta chaîne, qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu fais. Tu fais pas de la critique ou quoi que ce soit, tu reviens sur un phénomène social qui qu'on s'en branle. C'est pas pour ça que t'es là. C'est tout. Ça me laisse totalement perplexe, ce sujet de vidéo, en fait. J'ai le sentiment qu'il voulait combler quelque chose. Il était en manque de sujet pour Noël, donc... Ok, si tu veux, mec. Mais ça revient au même que de discuter avec sa boulangère. Je trouve ça pas de bon ton de parler de ça sur une vidéo, de dédier une vidéo à ça de ta part. Tu peux en parler rapidement, dans l'absolu, mais pas dans une seule vidéo en tant qu'éditorial, quoi. C'est un petit peu abusé, un petit peu abusé. Numéro 2, Garbage Pail Kids. Je ne blâme pas le NC pour cette place. Ce n'est pas de sa faute si je déteste cette vidéo. C'est juste que il y a certains moments, le film qu'on traite est tellement désagréable que la critique ne suffit pas à étioler ça. C'est un peu comme Rubber, mais en largement pire, parce que Rubber, c'est un truc qui me fait chier, quoi. C'est une ambiance qui me fait chier, mais c'est pas non plus comme ça me dérangeait ou quoi que ce soit. Mais là, Garbage Pail Kids, sans avoir vu le film, je sens que c'est du dégueu, du niveau d'incompétence d'écriture à vous tourner le cœur presque. Le film, la grande majorité du temps, c'est juste du dégueu désagréable, et même s'il y avait le NC pour faire des commentaires, des critiques, des gags là-dessus, j'étais tourné, ça me donnait des hauts le cœur de voir ça. Visuellement, ça a été à ce stade-là, quoi. Et ouais, c'est juste insupportable à voir. J'ai vu ça une fois, je me suis forcé à voir ça une fois, histoire d'aller jusqu'au bout des critiques que le NC a à en faire. Je le rejoins totalement, je comprends totalement lorsqu'il dit que c'est le pire film qu'il a jamais vu de sa vie. Parce que ça a l'air d'être le pire film que j'aurais jamais vu de ma vie si je l'avais vu celui-là. Vraiment. Mais rien que les extraits, je te jure, ça me fait le détester, hein, mais bien. Donc, voilà. Désagréable. Tellement désagréable à supporter. Et ouais, ces blagues du NC n'étaient pas non plus les plus folichonnes. Et j'avoue que sa scénette à la fin, où l'animation est déjà de piètre qualité, mais où il essaye de faire des visuels un petit peu en accord avec ce que faisait le film, c'était assez bas de plafond pour moi. Donc, ouais, c'est pas vraiment de la faute du NC, c'est juste que le matériau de base est tellement désagréable à supporter qu'il ne peut pas sauver ça pour moi. Donc, j'aime pas ça. Par contre, ça me fait avoir un peu d'estime pour sa critique de Freddy Got Fingered, parce que ça sent vraiment le film que je supporterais pas, mais il a réussi à mieux faire la chose, mieux monter la vidéo pour que ça puisse être supportable à regarder. J'ai le sentiment que oui, Freddy Got Fingered, de ce que j'en ai vu, ce serait un film qui me ferait vraiment pas du bien à voir. Et numéro 1, Let's Play Bart's Nightmare. La vidéo qui a été longtemps la plus décriée de sa chaîne, à juste titre pour moi, avant que The Wall n'arrive, et... comment dire ça? Le MNC, enfin de Walker, a voulu faire une approche un peu particulière avec une vidéo qu'il n'avait pas eu le temps de travailler. On sent de temps en temps qu'il faisait ce genre de choses, quoi, qu'il traitait de films un peu rapides ou qu'il faisait des top 11 rapides. Parce qu'il sentait que travailler toutes les semaines, donc son époque avant sa retraite et de revenir, quoi, que c'était difficile de jongler sur ça toutes les semaines. Et donc on sent que c'est la vidéo qu'il a voulu faire un petit peu à la cool, en essayant d'avoir une approche du mec qui se dit ah c'est compliqué de jouer aux jeux vidéo, de faire le détail, tout ça, tiens je vais faire comme ces gens qui en font pas une et qui se contentent de jouer en commentant, se mettre fastoche. Et le but de la blague, hein, il le dit à un moment donné, il l'explique plus tard, hein, lorsqu'il reviendra sur cette vidéo, c'était vraiment de montrer que non, c'est pas si facile. Tu peux pas te dire, ah, je vais faire un let's play comme ça et ça va se faire facilement. Et donc il essayait de mettre ça en place, de dire, ah, je vais essayer de faire un let's play, et ça va planter, je vais m'énerver et ça fera rire. Punaise que ça prend pas, c'est juste désagréable. Et la façon qu'il a de ne pas être inspiré, parce qu'on sent vraiment que ça n'a pas été
écrit à l'avance, ça, vraiment, dans ses improvisations, ça se résumait très souvent à « Ah, ça m'énerve, je crie ». Ça m'énerve, je crie parce que je me plante. Et au bout d'un moment, c'est lourd, parce que ça se répète constamment comme ça, et c'est pas bien, c'est pas drôle, c'est irritant, c'est juste irritant. C'est sa vidéo la moins bien pensée pour moi de sa chaîne de loin, et je trouve clairement que The Wall n'a pas détrôné ça, parce que The Wall, il y a des efforts, une passion derrière, une fois de plus, ça se ressent, en dépit des gros faux pas qu'il y a là-dedans, il y a vraiment une passion là-dedans. Là, c'est juste une idée comme ça, qui n'a vraiment pas mûri comme il faut, et qui a donné un bordel un petit peu assommant, en grande partie irritant, de 13-14 minutes. Et c'est dommage parce que, en dehors de ça, il peut faire de bonnes critiques de jeux vidéo. Hein. Il n'en fait pas souvent, hein, c'est pas son truc, mais il lui est arrivé d'en faire hein, pour le jeu Baby's Kid, pour en bonus DVD le jeu Blues Brothers 2000. Et pour les jeux Dragon Slayer, hein, les tout premiers jeux Dragon Slayer, il a fait un truc qui était vraiment sympathique, qui était pas mal. Ouh, c'était scripté ce coup-ci, donc c'est pas juste j'improvise en gueulant dès lors que je sens que ça peut faire rire. Et ouais, on sent qu'il peut faire quelque chose de bien en prenant le temps d'écrire. Mais en improvisant autour d'une simple idée, ça n'a pas marché du tout. Vraiment pas. C'était désagréable, hein, désagréable à supporter. Mais c'était relativement court par rapport à d'autres, donc j'imagine que hein, ça compense un petit peu peut-être. Ouais, sa pure vidéo. Là, je rejoins pas mal de gens là-dessus. Et voilà. Et globalement, en dehors de ça, j'aurais pas non plus énormément de critiques à reprocher. Il y en a pas mal qui se plantent de temps en temps. Il y a pas mal de critiques où on sent qu'il a mal compris un élément et donc il se plante dans la critique. Hein, je pourrais vous citer pas mal de cas, même J a cité quelques cas où il se plante un petit peu en ayant mal compris ce qu'il y a directement face à nous. Hein, pas juste en interprétant mal, mais en comprenant mal tout simplement ce que le film montre directement. Ça arrive. Je trouve que à plusieurs moments, c'est pas ça qui gâche la critique en soi, parce qu'il y a d'autres choses à côté. Je veux dire, lorsqu'il a mal compris un détail dans sa critique des 4 Fantastiques 2, ouais, ça change rien au propos de tout le reste, quoi. Il a mal compris un détail, voilà. c'est tout. Ce genre de choses, ça arrive un peu régulièrement, comme je l'ai dit, hein, une fois de plus, l'ONC se trompe régulièrement, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça ne gâche pas si souvent que ça le produit final en soi. Parce que c'est plus qu'un détail qu'on a mal compris, un film. Donc, voilà. Voilà un petit peu le yang du yin que j'ai balancé récemment, et j'espère que ça vous aura plu. Hein, je sais qu'il est décrié par pas mal, donc de la part de ceux qui ne l'aiment pas, le NC, je suis sûr que vous pouvez trouver des tas d'autres exemples de critiques qui ne vous ont pas plu. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour me détacher de la partie « Ah, il dit du mal d'un film que j'aime » parce que je trouve ça un petit peu petit. C'est compréhensible d'avoir du mal avec ce genre de critique, mais je trouve ça un peu petit de dire « Ah, il a du mal avec ce film, il le critique en mal, ah, ça fait pas plaisir ». Ce genre de choses, j'évite parce que je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu facile de simplement faire ça. Pour moi, il faut avoir quelque chose à reprocher dans l'approche et l'argumentation qu'on met derrière. Pas juste « Non, il dit du mal du film et je suis pas content ». C'est ce genre de choses, ça m'énerve un petit peu, quoi, de faire ça comme ça, de ramener ça juste à ça. Et parce qu'il y a des tonnes de cas où il dit du mal de films que j'apprécie, et si j'apprécie quand même la vidéo, hein, pas autant que d'autres, mais j'apprécie quand même la vidéo. Lorsqu'il a fait sa critique sur le retour de Mary Poppins, je suis pas d'accord avec une partie de ses arguments, mais voilà, c'est juste une question de je suis pas d'accord. J'ai vraiment fait de mon mieux pour me détacher de ça. Donc j'espère que cette liste vous aura plu. En conséquence, n'hésitez pas à faire partager les vidéos de VNC que vous aimez le moins ou celles que vous aimez le plus sur la première vidéo qui a été faite. Vous n'avez pas été très nombreux à partager ça, mais j'apprécie les quelques personnes qui l'ont fait, donc si vous voulez faire ça dans l'autre ordre, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.